c'est un fonds qui a été mis en place en 2021 pour répondre à une préoccupation qui a été toujours là dans le secteur des transports, c'est-à-dire les acteurs qui sont dans ce secteur étaient toujours confrontés à des difficultés liées au financement. Donc, après la loi d'orientation 2020, il a été préconisé de créer un fonds de développement des transports terrestres pour accompagner les acteurs et l'État même dans cette politique de modernisation de nos systèmes de transport. Parce qu'au Sénégal, quand même, le transport occupe une partie très importante de l'économie. Et pour le dynamiser, il était nécessaire d'avoir un fonds qui allait accompagner l'État et les acteurs dans cette dynamique de modernisation des systèmes de transport terrestre. Et qui dit terrestre, dit le transport routier, mais également le transport ferroviaire quand même qui prend plus en plus de l'ampleur. Mais on vous sait plus dans le transport routier, quoi. Là, vous êtes plus marqué transport routier que transport ferroviaire. C'est une déformation de style ou quoi? Oui, vous avez raison. On a souvent tendance à assimiler le fonds à un fonds de développement des transports routiers. Parce que depuis sa création, quand même, l'essentiel des actions qu'ils ont eu à faire, ils l'ont fait dans le transport routier, qui quand même constitue quasiment la grande partie du transport exactement au Sénégal. Pratiquement 90% des Sénégalais se déplacent à travers la route. Donc il était normal également que les actions du fonds soient tournées vers ce secteur où quand même les besoins de financement sont cruciaux également, mais également depuis que l'État a mis en place, depuis 2005, ce modèle de financement pour accompagner, malgré qu'il y avait des avancées, bon, on avait quand même noté qu'il y avait ce besoin en fait, de mettre en place un système de financement qui sera là pour la pérennité, un système de financement fiable sur lequel les acteurs et l'État peuvent s'appuyer pour accompagner la modernisation du transport. Mais depuis lors, quand même, comme vous l'avez dit, on est plus tourné vers le transport routier que le transport ferroviaire. Mais avec vous allez inverser cette tendance? Absolument, on n'a pas le choix parce que depuis l'avènement du régime du président Bassirou Diomaye Faye, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est lancée, qui veut faire du ferroviaire quand même un levier pour le développement économique du social et économique du Sénégal. Parce que au niveau du transport routier, quand même, on commence à atteindre nos limites. Parce que le réseau routier commence de plus en plus à être saturé. Donc il faudrait quand même de nouvelles pistes pour pouvoir développer le transport ferroviaire. Et je pense que c'est la lancée sur laquelle les nouvelles autorités nous appellent pour pouvoir accompagner ce secteur qui est très important aussi. Et dans cet appel-là, les nouvelles autorités s'apprêtent à relever l'âge d'importation des véhicules. Les plus véhicules qui vont être amenés, l'âge va être amené à relever à 10 ans. Pour les gros engins, l'âge va aller à 15 ans. C'est une mesure importante qui risque quand même d'opérer un tournant dans le secteur, non? Oui, c'est une mesure que le Premier ministre avait annoncée lorsqu'il présentait le plan de redressement 2026-2028 récemment. Et c'est une mesure quand même qu'il faut prendre avec, ne pas le prendre de façon isolée. C'est une mesure qu'il a annoncée lors d'un plan de redressement. Donc c'est une mesure quand même qui est là, mais conjoncturelle. Oui. Parce que de façon structurelle, en fait, nous travaillons sur un modèle d'indégénisation et d'industrialisation aussi au Sénégal. Mais également, il y a d'autres réformes qui vont venir accompagner cette mesure de relèvement de la d'exploitation, notamment la limitation de la d'exploitation de véhicules sur lesquels nous avons discuté lors des États généraux du transport public, mais également sur lesquels, au niveau du ministère des Transports, on travaille également, parce qu'il est inconcevable quand même que certains types de véhicules continuent de rouler au Sénégal. Donc il faut un rééquilibrage qu'il faut faire. Oui. Et je pense que cette mesure qui permet pour un temps de faire entrer des véhicules d'un certain âge, je pense que ce n'est pas une mesure qui va durer, mais c'est une mesure conjoncturelle qui répond à un besoin ponctuel. Donc, si vous permettez, nous allons suivre cet élément. Les acteurs se sont prononcés. De 5 ans sous Abdoulaye Wade, l'âge d'importation des véhicules est passé à 8 ans à l'ère Macky Sall. Aujourd'hui, en faveur de l'accession au pouvoir des nouvelles autorités, des mutations devraient s'opérer pour les véhicules légers. L'âge va bondir de 2 ans pour être porté à 10. Pour les véhicules lourds, il devrait être fixé à 15 ans. Avec une telle mesure, l'État veut faire d'une pierre deux coups. Nous avons enregistré un déficit d'offres de transport public. Et pour l'offre de transport privé, nous avons remarqué qu'il y a une certaine inflation sur le prix des véhicules, d'une part. Et d'autre part, on a un vieillissement quand même très accentué des véhicules. Et pour certaines catégories même, on a une moyenne d'âge qui dépasse les 30 ans. Et donc, cette décision devra permettre d'une manière très rapide
de pouvoir diminuer cette moyenne d'âge. Ça devrait permettre d'avoir moins de pannes sur nos routes. Une telle mesure ne sera sans doute pas sans conséquence sur le secteur de la concession automobile. Pour les concessionnaires, l'État devrait plutôt aider à développer une chaîne de valeur locale. Dans ce cas, l'État continue son programme de développer les transports publics en impliquant les privés pour éviter la subvention. Ils pouvaient aussi moderniser le transport privé en leur aidant. Et là, il n'y aura pas de subvention. Peut-être il y aura de l'accompagnement. Et deuxièmement, essayer d'encourager les industries locaux qu'on puisse produire des voitures moins chères. Il est possible de faire sur le marché des voitures à moins de 5 millions tout neuf. Au Sénégal, des milliers de véhicules d'occasion sont importés chaque année. Des parkings de vente occupent les emprises de la capitale, un marché lucratif pour des centaines d'acteurs. Avec cette mesure, ces derniers craignent la saturation du marché. Ils devraient faire le contraire en fait. Voilà, ramener les voitures à 6 ans ou 7 ans. Pour moi, il y a des voitures qui roulent dans le pays qui ne devraient même pas rouler. Donc c'est vraiment changer le parc. Mais mettre des voitures qui ont plus de 8 ans, c'est vraiment déjà saturer le marché et plus polluer le pays, quoi. Devant l'inquiétude de ces acteurs, l'État entend mettre en place une batterie de mesures d'accompagnement. Des centres de contrôle technique, on en a prévu au moins un dans chaque région pour que le contrôle technique puisse se faire dans les règles de l'art, qu'on soit sûr que ces véhicules qui roulent, c'est des véhicules qui respectent un certain nombre de règles. Du côté des consommateurs, on salue plutôt une réforme qui permettra de renouveler le parc du transport public. Nous pensons qu'aujourd'hui, tout ce qui est transport de marchandises doit pouvoir être mis à jour. L'État doit aussi, à la faveur de cette décision, veiller à ce que pour le transport public, qu'on rajeunisse le parc. La matérialisation d'une telle mesure va créer de la valeur ajoutée dans le secteur du transit. On ne demande que ça, avoir plus de dossiers, plus de véhicules. Ça va faire notre affaire. Et l'affaire du gouvernement aussi parce que ça va augmenter les recettes douanières. Pour les compagnies d'assurance, cette réforme représente à la fois un défi et une opportunité. Qui dit augmentation de possibilités d'augmenter le parc automobile au niveau du marché, veut aussi dire augmentation des possibilités de souscription. Il faudra aussi s'attendre à une augmentation de sinistres. Et plus les véhicules sont âgés, et plus il y a un risque de sinistralité. Dakar, la ville la plus motorisée du pays, est à environ 40 voitures pour 1000 habitants. Le relèvement de l'âge des véhicules importés apparaît alors comme une nécessité, mais pose un défi majeur: concilier l'accès à l'automobile, la sécurité et la fluidité du trafic dans une capitale déjà saturée. Barasso, la capitale est déjà saturée. Entre crainte de la concurrence et saturation du marché, vous avez entendu les avis de ces acteurs-là. Est-ce que cette mesure ne risque pas tout simplement de boucher davantage nos routes Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une mesure qu'il ne faudra pas prendre de façon isolée. Je pense qu'au niveau du ministère et à l'issue des États généraux, comme il y a un ensemble de mesures qui vont l'accompagner. Et ces mesures, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la limitation de l'âge d'exploitation des véhicules. Parce qu'au Sénégal, on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de véhicules qui roulent et qui, normalement, ne devraient pas rouler dans un pays normal. Donc, on est en train de travailler sur les textes pour pouvoir rapidement mettre sur la table ce décret qui va permettre peut-être de limiter la circulation de certains véhicules. Et parallèlement, si on enlève certains véhicules, parce qu'actuellement, selon les statistiques, 64% du parc de transport public est âgé de plus de 16 ans. Donc, dont plus de 25%, plus de 35 ans. Donc, il y a un jeu, il y a un rééquilibrage qui est en train d'être fait pour permettre de faire entrer des véhicules âgés entre 10 et 15 ans, mais également, par l'occasion, faire sortir des véhicules qui sont âgés, par exemple, de plus de 35 ans, etc. Et donc, je pense que le parc ne s'en porterait que mieux en attendant que les mesures structurelles que j'ai dit tout à l'heure par rapport à... Donc, vous saluez, parce qu'il y a quelqu'un qui parle un peu de rajeunissement du parc automobile, qui est quand même devenu vétuste au Sénégal. À ce titre-là, vous êtes impliqué au plus haut niveau. Absolument. C'est quand même le rajeunissement du parc. Je pense que c'est une préoccupation.
Et voilà, c'est quelque chose qui est annoncé depuis 2005. C'est vrai que l'État a eu à faire beaucoup d'efforts, mais jusqu'à présent, quand même, voilà, il y a encore des efforts supplémentaires à faire. Et je pense qu'à l'issue des États généraux, parce que nous, dans le secteur du transport, quand même, on a vraiment un recueil sur lequel nous devons toujours nous appuyer parce que ça a été quelque chose de très inclusif qui nous a permis de rassembler tous les acteurs, de discuter des problématiques des transports. Et cette question liée à la d'exploitation des véhicules a été discutée. Et il y a aussi également la promotion des industries locaux. Je pense que ça a fait l'objet de conventions tout à l'heure, récemment, lors de nos voyages en Chine. Exactement. La création d'une chaîne des valeurs locales. Absolument. Je pense que c'est le changement de paradigme qui est là. Maintenant, au lieu d'importer des véhicules 100%, on a privilégié l'approche locale. Ouais. Mais en attendant que ces mesures-là freinent de l'effet, il y a juste une fenêtre que l'État a ouverte pour permettre au moins de changer un peu un segment du parc quand même qui est assez vieux et de pouvoir sortir d'autres quand même qui ont un âge très avancé. Donc c'est ce comparatif-là qu'il faut faire. Et à l'issue de ces réformes, je pense que l'âge du parc va diminuer en attendant voilà, d'avoir des mesures beaucoup structurelles avec l'industrialisation, l'automobile qui va bientôt se développer au Sénégal. D'accord. Vous êtes l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. C'est quoi ce fonds? Ouais, le Fonds de développement des transports terrestres, en fait, c'est un fonds que l'État a mis en place parce que le transport, comme je le dis, c'est le moteur de l'économie. Parce que quand il n'y a pas de transport, l'économie ne peut pas être connectée. Donc tout à l'heure, quand on parle de marchandises qui transitent vers le port, vers le Mali, etc., on voit que en fait, le Sénégal devient de plus en plus contre-performant. Et à chaque fois, les externalités négatives qu'induit en fait, notre système de transport en termes de contre-performance ne cesse d'augmenter. Récemment, quand on l'a évalué, rien qu'à Dakar, on était dans les taux de 900 milliards de pertes sur l'économie, rien que par la contre-performance liée au transport. Donc, il était urgent que l'État... C'est le réseau routier qui est défectueux, qui n'est pas bon, c'est un ensemble. Il y a le réseau routier, il y a les embouteillages, la congestion, les accidents, la pollution de l'air qui dégrade un peu la santé des Sénégalais. Donc il y a un tout. Donc il était urgent quand même de mettre en place un système qui va accompagner le secteur dans son développement. Donc c'est pourquoi le FDTT a été mis en place. Et l'État également, quand il a mis en place ce fonds, il a doté d'un certain nombre de ressources, les redevances qui viennent principalement du secteur des transports, à savoir les titres de transport que sont les permis, cartes grises, visites techniques, sur lesquels le FDTT quand même gagne une partie. Mais également, il y a un ambitieux décret qui, je pense que si on arrive à le signer sur la taxe parafiscale liée aux véhicules importés, donc plus le véhicule qui est importé est âgé, plus il y a une taxe qui est appliquée pour permettre au FDT d'avoir assez de moyens. Et ces ressources-là seront réinjectées en fait, pourquoi pas ne pas aller taxer les véhicules qui sont garés dans les parkings aussi depuis des années? On est en train de voir, parce qu'en fait, on n'est pas fermé. Tout le temps, on est en train de voir là où on peut trouver des ressources. Tout à l'heure, on a parlé des assurances. Il y a beaucoup de niches que nous sommes en train d'explorer pour pouvoir renforcer le fonds. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fin de compte, tout ce argent-là qui sera récolté venant du secteur du transport sera réinjecté également dans le secteur du transport pour son développement. Et c'est les fonds de développement des transporteurs qui jouent un peu ce rôle-là pour de mobiliser des ressources pour pouvoir le réinjecter dans le développement du transport. Oui. L'État l'a mis en place depuis 2021, vous dites. Il est doté d'une enveloppe de combien? En fait, en termes d'enveloppe, parce que bon, on fait un développement des transports, on peut l'assimiler comme un nouveau-né qui vient de démarrer. Donc, en termes de ressources, effectivement... Ça balbutie encore. Ça balbutie parce qu'on tarde à mettre en œuvre les décrets d'application, certains décrets d'application, notamment la taxe parafiscale, les redevances, qu'on peine à recouvrer, mais avec le nouveau régime et notre nouveau ministre, quand même, il y a des avancées qui sont faites. Et bientôt, l'FDTT pourra avoir quand même une enveloppe financière assez conséquente pour pouvoir jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu, c'est-à-dire accompagner les acteurs du transport routier et ferroviaire. Mais vous êtes aligné sur la stratégie nationale qui table sur 2030. Il faut aller vite, travailler à faire signer persuader l'autorité à signer ces décrets pour pouvoir aller très vite au travail. Non? Si. On y travaille parce que depuis que le Premier ministre quand même nous a demandé de sortir la lettre de politique sectorielle au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports aériens, qui est devenu le ministre des Transports terrestres aériens. Ouais. En fait, nous, rapidement, au niveau du Fonds de développement des transports terrestres, on a essayé de s'aligner sur cette stratégie pour pouvoir mettre à jour notre plan stratégique de développement 2026-2030.
Et nous sommes en train de travailler et fin octobre, on va boucler ce processus de mise à jour. Et ce processus va s'accentuer quand même sur la lettre de politique sectorielle qui vise quand même un développement endogène du transport, accentué quand même sur les pôles territoires. Parce que toutes les politiques publiques doivent s'arrimer à la vision au Sénégal 2050 qui vise quand même le développement des pôles territoires. Et qui dit développement des pôles territoires dit infrastructure de transport, dit connectivité. Et sur cela également, au niveau du ministère et au niveau du FDTT, on y travaille d'arrache-pied. Vous y travaillez. Et quels sont les axes stratégiques de votre plan de développement? Oui, les axes stratégiques, parce que le FDTT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fonds qui a été créé, mais qui tournait essentiellement autour du routier. Maintenant, avec le nouveau plan stratégique de développement, en fait, c'est un plan qui ratisse beaucoup plus large. Non seulement en termes d'impact sur les secteurs, on va vraiment mettre le focus non seulement sur le routier, mais également sur le transport ferroviaire, mais également sur la diversification en termes de revenus, parce que le contexte actuel, voilà, ne nous permet plus de nous reposer sur l'État du Sénégal. Ouais. Donc il y a beaucoup de niches à explorer sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Il y a les crédits carbone sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que les projets que nous avons ont une connotation qui vise à réduire l'impact carbone au niveau du transport. Donc il y a des niches qu'on est en train d'explorer. Et également par rapport à nos modalités d'intervention, le FDTT, comme préconisé lors des États généraux, va également essayer de faire une mutation institutionnelle pour permettre de faire des réformes qui nous pourront permettre de faire du crédit bail pour un peu accélérer le renouvellement du parc de véhicules automobiles quand même. Et sous cela, le plan de mise en œuvre des États généraux ont été transmis récemment au Premier ministre. Et vraiment, il y a des échéances qui sont respectables. Et si on arrive à appliquer convenablement le calendrier, bientôt, on va avoir un nouvel élan qui permettra au FDTT de faire un nouvel élan, puisqu'on sait toutes les grandes politiques dans ce secteur-là, depuis Abdoulaye Wade jusqu'à aujourd'hui, peine à donner des résultats. Si on prend le seul secteur de rajeunissement du parc automobile, c'est problématique. C'est quoi le problème avec les acteurs? Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas la volonté de l'État qui manque. Hein. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 2005, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a le renforcement du CETUD, la création de AFTU qui est là, qui a permis un peu de renouveler les cars rapides et Ndiagandiaï. Mais bien vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer sur ce plan. Il y a des avancées. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire depuis le début. C'est pourquoi le FDTT est venu quand même pour être ce rempart-là. Accompagner la modernisation de façon beaucoup plus large. Exactement, ne pas se limiter seulement à un segment. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qu'on avait mis qui étaient là seulement pour le transport urbain, pour un certain nombre de véhicules. Mais le FDTT a une envergure beaucoup plus nationale et qui, non seulement sur l'urbain, l'interurbain, mais également le transport de marchandises qu'on a tendance à oublier et qui est très important. Et là-bas, le Sénégal perd beaucoup en compte performance. Sur les accidents, sur les congestions. Donc il y a toute cette stratégie-là qui est en train d'être étudiée au niveau du ministère. Et une fois qu'on aura mis en branle les recommandations des États généraux, je pense qu'il y aura un nouveau souffle pour le transport sénégalais. Ça va aller très vite. Absolument. D'accord. Et vous avez fait aussi du partenariat, un impératif catégorique, on vous a vu en Chine aussi. C'est quoi un peu les contours de cette coopération future que vous voulez avoir avec la Chine? Comme je l'ai dit tantôt, hein, on ne peut plus continuer à se reposer sur l'État parce que quand même le contexte macroéconomique ne nous le permet plus. Donc on est en train un peu d'explorer certains financements innovants pour pouvoir impacter le secteur du transport. Donc c'est pourquoi lors du dernier déplacement du Premier ministre en Chine, on a pu quand même rencontrer des partenaires, à savoir Yutong, qui est le numéro 1 de fabrication de bus au monde. Il y a également le groupe Zhenhuai, à travers sa filiale africaine, CAID, China African Invest and Development. On a pu signer un MOU avec AFTU également pour le faire venir au Sénégal. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le changement de paradigme veut que maintenant, au Sénégal, on puisse monter nos véhicules ici, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi pour que le renouvellement soit endogène. Donc c'est pourquoi on a récemment tenu une réunion à l'APEX pour pouvoir mettre en branle ce projet. Et ce projet-là doit impliquer le secteur privé local. Absolument. C'est là où j'allais en venir parce que le secteur privé local est très important. Donc par rapport à la mise en place de cette future société, il y a le secteur privé également qui sera impliqué. On est en train de voir avec les différentes parties prenantes comment mettre en place rapidement cette structure-là qui pourra nous permettre d'avoir nos propres bus Made in Sénégal avec la collaboration du numéro 1 mondial dans ce domaine-là
Et également, il y aura un transfert de compétences qui va se faire petit à petit. D'accord. Et le financement de ce fonds-là, on est à l'heure du numérique. Le Sénégal, l'État a lancé récemment le Dakar Métropole 2050. Tout cela augure de changements ou bien de modernité à venir. Vous travaillez avec les startups. Quelle est la place que vous accordez au numérique dans le développement futur du transport, puisqu'il faut installer le Sénégal à ce standard-là aussi? Pour revenir à Dakar Métropole, vous avez raison, parce que je pense que c'est venu à son heure, parce que Dakar ne peut plus continuer de fonctionner comme ça, parce qu'une portion de terre, 0,5% du territoire qui regroupe 80% des activités économiques, un quart de la population, je pense qu'il était temps que les autorités s'y penchent, réfléchir au futur de Dakar, parce que c'est un futur quand même qui, si on ne prend pas les choses tout de suite, va être de plus en plus désagréable. Donc voilà, le Premier ministre quand même l'a dit. Je pense que ce n'est pas une vision où Dakar, il n'y aura que des immeubles, etc. Je pense qu'il y a des réformes qu'il faudra faire en termes de restructuration sur beaucoup de zones. Il faut déployer également. Mais réfléchir Dakar, également, il ne faut pas également réfléchir Dakar de façon isolée. Parce que tant qu'on réfléchira seulement à Dakar, le problème ne sera pas réglé. Je pense que Dakar, son avenir est lié à l'avenir également des autres pôles territoires qu'il faudra également développer. Parce que c'est ça qui va un peu éviter l'exode rural et que tout sera centré à Dakar. Et je pense que le Premier ministre également, lorsqu'il a pris la parole lors du lancement de Dakar Métropole, a mis l'accent sur ces points-là. Et je pense que le système de transport également aura important à jouer. Par rapport à Dakar, il y a un système de la restructuration des transports en commun au niveau du ministère sur lequel nous sommes en train de travailler pour pouvoir développer de nouvelles lignes, libérer certaines emprises pour pouvoir un peu revoir le code des voiries. Donc ça permettra un peu de désengorger Dakar pour donner un souffle. Mais encore une fois, pour pouvoir désengorger, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de développer les pôles territoires. Maintenant, pour revenir à la question sur la digitalisation, effectivement, je pense que c'est devenu c'est maintenant au cœur du secteur des transports. Hein. On en parle depuis lors. Et on est en train de travailler, il y a même un ambitieux programme d'interopérabilité qui est en train d'être géré au niveau du ministère pour que, à l'instar des autres pays européens, qu'on puisse, avec un seul ticket, prendre le TER, le BRT, et Dakar Demdik, etc. La multimodalité, absolument. Mais ça aussi, depuis qu'on a mis en place le BRT, le TER, aujourd'hui Dakar Demdik, ça tarde à se matérialiser aussi. Effectivement, en fait, les projets de transport, bon, c'est pas du jour au lendemain que ça se matérialise. Hein, parce dans le moyen long terme. Dans notre plan de mise en œuvre des recommandations, hein, parce que ce point-là ne fait pas des recommandations des États généraux. Je pense que début 2027, ça devait être opérationnel. Je pense qu'après les JOJ, on s'est donné comme rendez-vous, après les JOJ, pour pouvoir mettre en pratique cette... Et pourquoi après les JOJ? Pourquoi vous ne l'opérationnalisez pas dans le siège des JOJ? Non, ce n'est pas lié forcément aux JOJ, mais en fait, c'est les préalables. Parce qu'il y a beaucoup de préalables que cela nécessite en termes de développement, en termes de connexion, sur beaucoup d'axes. Donc, c'est pourquoi on s'est donné ce délai-là pour pouvoir réaliser cette interopérabilité qui pourra permettre également aux Sénégalais de pouvoir utiliser les systèmes de transport comme ça se fait partout ailleurs. Et aujourd'hui, le rôle des acteurs, vous êtes dans un milieu où il y a une multitude d'acteurs. Ça fait beaucoup de pression, beaucoup de lobby quand même, surtout dans le transport public. Quelle est la place que ces acteurs occupent dans tous ces projets-là que vous avez pour moderniser le transport au Sénégal? Effectivement, en fait, c'est des acteurs qui étaient un peu laissés à eux-mêmes, hein, parce qu'ils opéraient un peu dans l'informel. Donc le FDTT, au-delà de sa mission de financement, également a une mission de professionnalisation. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on nous finançons des projets pour les acteurs, on les oblige à se fédérer, à se formaliser avec des GIE, des coopératives. Donc, mais également, il y a l'aspect formation, parce qu'au-delà du conduire, de la conduite, etc., donc il y a de soft skills qu'on essaie de leur donner en termes de gestion financière, de budgétaire, tout ça, de comportement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'FDTT finance ces acteurs-là pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent être des professionnels dans les secteurs. Et il y a des réformes qui vont dans ce sens également. Et comme je l'ai dit, hein, les États généraux nous ont vraiment demandé de professionnaliser le secteur des transports. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et dès que le plan de mise en œuvre sera validé par la primature, je pense qu'on va essayer d'accélérer pour qu'on ait un système de transport beaucoup plus complet qui permettra au Sénégal également, l'usager, que nous visons de pouvoir voyager dans d'excellentes conditions. La qualité dans le transport, c'est un problème au Sénégal.
Oui, c'est un problème, mais la qualité, c'est la résultante de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de facteurs. Il y a le financement, il y a la formation, donc il y a la professionnalisation, il y a tous ces aspects-là qui font que le Sénégal n'arrive pas forcément à avoir une qualité de service de transport performante. Maintenant, on a fait le diagnostic en lors des États généraux des transports. J'aime bien y revenir parce que c'est notre socle maintenant. C'est là où on puise tout ce que nous faisons maintenant. Oui, donc, heureusement, quand on l'a transmis au président de la République, je pense qu'il nous a demandé de mettre en œuvre toutes les recommandations qui sont issues et qui sont l'œuvre des discussions pendant pratiquement 3 mois entre les différents acteurs. Et je pense que si on arrive à mettre ça en pratique, on aura un nouveau système de transport qui va permettre aux Sénégalais d'être développés dans d'excellentes conditions. D'accord. Et ce système devrait être lequel en 2030? Un système de transport endogène, fiable, centré sur le développement des territoires et qui met l'usager au cœur de ses préoccupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Bara Sow, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. kon nag Cheikh Al Khalifa moom mooy ki xam ne moom mooy porte parole xaadir yu nekk ci biir réew mi yëpp moom la ñu am mbégte mu nekk suñu gante. li ci xaw a doy waar rek mooy naar bu déggul naar. wallaahi. te j'aimerais bien doon naa ci am mbégte lool. nga dégg naar ba mën maa poser ay questions ci naar. xam naa ne dinañ jàng. ñu xaw a def tuuti rek différence. ndax bu ñu nee kunte yi. ay descendants authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam lañ. kunte dàkkantal la rek ndax amuñu sant.